L'objectif donc de ce live, c'est débloquer notre perte de poids, comprendre pourquoi pendant des années, on a essayé des régimes qui nous ont fait perdre du poids et les reprendre quasiment tout le temps. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Dans 90% des cas, et les études sont formelles. Pourquoi également, à un certain moment de notre vie, alors qu'avant on n'avait jamais eu de problème de poids, eh bien ça arrive. Ça peut être après une grossesse, ça peut être au moment de la ménopause, ça peut être après un événement fort de notre vie. Donc, face à ça, le réflexe est souvent augmenter l'activité physique, aller dans le sport. Ça peut être aussi gérer l'alimentation. Si la gestion de l'alimentation, c'est votre sujet et que vous n'avez pas encore vu le replay, eh bien, reprenez le replay d'hier. Aujourd'hui, on traite le plan sportif. Quoi, quand, combien de temps? Voilà tout ce qu'on va traiter. En tout cas, une chose est sûre, prendre soin de notre corps, c'est le seul endroit où on est obligé d'être. En tout cas, c'est ce que nous dit Jim Rohn. Et l'importance donc d'être bien dans notre corps, c'est vraiment essentiel. Que notre corps soit un sanctuaire, parce que c'est le seul endroit où on est obligé d'être. On va aborder encore un peu ces fausses croyances, parce qu'il y a tellement de fausses croyances qu'on va encore remettre un peu le doigt dessus. On abordera toute cette notion relative à l'activité physique, au sport, mais pas seulement le sport, puisque moi, je suis spécialisé en sport adapté, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait adapter les activités sportives en fonction de nos possibilités, de notre âge, des complications, des troubles musculo-squelettiques, etc. On aura un témoignage, peut-être 2 si on a le temps. On aura également un petit défi. J'espère que vous avez d'ailleurs bien fait votre défi d'hier. Et puis, on aura des questions-réponses en fin de parcours. Allez, c'est parti. Déjà, sommes-nous égaux face au sport? Alors là, je vais vous partager une petite vidéo qui m'a beaucoup inspiré d'un kiné qu'on appelle Major Mouvement et qui se faisait lui-même cette réflexion et je vous la partage maintenant. J'ai toujours été parmi les premiers tirés dans les équipes au sport à l'école. En club, j'étais souvent titulaire dans mes équipes. Et aujourd'hui, je suis hyper régulier dans ma pratique. Quand je me regarde dans un miroir, je suis plutôt satisfait du résultat. Mais en vrai, est-ce que tout ça, je le mérite? Parce que si on revient en arrière, est-ce qu'on est vraiment tous égaux par rapport à notre assiduité et à notre pratique sportive? En vrai, à l'école, à part mon manque de poids à la vite et ma petite taille, on s'est jamais moqué de moi quand j'ai rejoint une équipe. J'étais plutôt content d'ailleurs. Je pesais moins lourd sur les cours d'acrobranche. Ma mère nous a toujours encouragés à faire le sport qui nous plaisait du moment qu'on ne lâchait pas. Et à chaque fois qu'elle allait courir, elle nous demandait si on voulait aller avec elle. La raison pour laquelle je t'explique tout ça, c'est parce qu'on a parfois l'impression que certains sportifs pointe du doigt ceux qui ne sont pas sportifs en disant c'est une question de mental, t'as pas de volonté. Et si t'y arrives pas, c'est que t'es pas motivé. En fait, c'est assez faux. Ça veut dire qu'ils ne tiendraient pas compte de tous les avantages à la fois génétiques et sociaux qu'ils ont eu avant même de naître, qui ont fait qu'ils sont aujourd'hui assidus dans leur pratique. Et qu'en faisant ça, ils continuent à perpétrer en fait une sorte de culpabilisation de ceux qui n'arrivent pas, sans tenir compte du non-mérite qu'ils ont à réussir, parce qu'ils sont partis avec une longueur d'avance. Ah oui, ils ont du mérite de s'entraîner. Le truc qui a coulé, je sais pas ce que c'est. C'est un peu comme si sur une course de 100 mètres, certains partiraient à la ligne des 50, d'autres à la ligne des 90 et d'autres à la ligne des moins 30. On court tous peut-être la même course, mais on part pas du même point de départ. Faut dire que si vous êtes débutant, ne vous comparez pas à des gens qui ont probablement plus de chances que vous dans leur pratique sportive. Et si vous êtes confirmé, ne négligez pas les chances que vous avez eues dès le départ. Encouragez ceux qui débutent, parce que si vous aviez été à leur place, je suis sûr que vous auriez été content que quelqu'un vous accompagne. Voilà, cette vidéo, elle me tient bien à cœur parce que vous avez compris qu'on n'est pas égaux. Et tout souvent, on a des discours culpabilisateurs par rapport à ça, j'ai pas de mental. Et vous-même, parfois, vous renforcez cette croyance-là. J'ai pas le mental, je suis pas assidu, je peux pas y arriver. Et pour tout un tas de raisons. Et il faut bien comprendre qu'on part pas tous du même point de vue. Il le dit bien dans sa vidéo. Il y a bien des éléments sociaux, de la génétique aussi qui rentrent en ligne de compte. Et donc, on ne démarre pas tous au même point de départ. L'important, c'est pas vraiment d'où on démarre, mais c'est le parcours qu'on va faire, l'avancée, le cheminement. Plus qu'une réussite, c'est pas une destination, une gare dans laquelle on arrive, c'est vraiment un cheminement. Et c'est ce que j'espère pour vous permettra de déclencher ce live, c'est le cheminement que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Car oui, c'est pas ce qui va marquer ce live finalement, c'est votre capacité à partir d'aujourd'hui à passer à l'action. Vous pouvez récolter toute une somme d'informations, mais ce qui va rester primordial, c'est ce que vous en faites. Ce que vous en faites, et c'est à partir d'aujourd'hui, de demain, que vous allez le déterminer.
et on va faire notre maximum aujourd'hui pour que vous puissiez passer à l'action. Voilà, on continue maintenant avec comment, quand une fois que ça a été dit, qu'on n'avait pas la même génétique, qu'on n'avait pas forcément les mêmes rythmes sociaux, eh bien, une phrase aussi me tient à cœur, c'est celle de Einstein qui dit que la folie, c'est le fait de faire constamment la même chose en espérant atteindre des résultats différents. Donc, ça va nécessiter, il y a un petit bug là sur ma slide, d'avoir une progressivité dans nos séances et une adaptation de nos séances. Il ne s'agit pas de démarrer à fond la caisse, il ne s'agit pas non plus d'être dans l'inaction, mais de doser. De doser, on a plusieurs façons de le faire, en adaptant les exercices, en adaptant leur durée, la fréquence, le nombre de répétitions. Il y a plein d'opportunités, de façons de faire progresser nos entraînements. Mais en tout cas, je ne peux pas m'entraîner tout le temps de la même manière, sinon forcément, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc, cette notion-là de progressivité, elle est essentielle. Le changement des exercices, l'augmentation, par exemple, des charges peut aussi être un élément. La durée de vos séances, le fait d'augmenter vos séances, tout ça peut entrer en ligne de compte et on va voir ça encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Maintenant, le sport, ce n'est pas indispensable, ça peut être une croyance qu'on va avoir. À mon sens, il est indispensable parce que ça va rentrer dans cette pyramide de Maslow pour différentes causes. La base de cette pyramide, ce sont les besoins physiologiques. Dormir, se nourrir, boire, se vêtir. Alors, sur les aspects physiologiques, l'activité physique, c'est quelque chose d'essentiel en termes de santé. Ça va répondre à nos besoins physiologiques et vous l'avez peut-être constaté, quand vous faites une activité sportive, vous dormez mieux, par exemple. Un besoin de sécurité, parce que aussi, en faisant du sport, je vais me sentir mieux, plus en confiance, plus en sécurité. Ça va aussi répondre sur ce plan-là. Mais également un besoin d'appartenance. Par exemple, dans le programme Memory Board, on est une équipe, on est un groupe de femmes qui vont ensemble dans la même direction. Le fait de fédérer, comme au sein d'une famille, ben ça me permet d'avoir ce sentiment d'appartenance qui me permet d'aller vers l'avant. Je le disais à l'instant aussi, l'estime. Quand je finis une séance, ben je suis fier de moi. Je suis fier de moi et c'est pour ça qu'il va être essentiel aussi de travailler avec nous et pas contre nous. L'estime de soi, voilà, la grande fierté, la difficulté parfois à passer à l'action, mais la grande fierté quand on a accompli notre séance ou notre pratique sportive. Et puis, c'est un accomplissement. Alors, une croyance qu'on peut aussi avoir, c'est qu'il faut brûler un maximum de calories pour espérer perdre du poids. Alors, si je prends stricto sensus la chose telle quelle, oui, pour perdre du poids, il va falloir brûler des calories. Mais attention, comment je m'y prends? Est-ce que il y a une notion de durée, de durabilité? Alors, le petit schéma que je vous ai mis là, c'est un peu pour illustrer ça. Ce sont les dépenses énergétiques qui vont évoluer au cours de l'activité physique. Si j'ai une activité qui va être intense, très intense dès le début, eh bien, en effet, je vais avoir tendance à avoir une grande dépense énergétique. Et puis, si j'ai une activité, par exemple, de la marche, on pourrait se dire, oui, c'est moins actif, je vais moins dépenser de calories. OK, mais dans la durée. Ça va être intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui va me permettre de durer le plus possible, puisque au-delà de la quantité de calories dépensées à l'instant T, il y a cette notion de temps aussi qui va jouer. Plus je vais le faire régulièrement, plus je vais le faire souvent, à bonne intensité, et plus ça a des chances de fonctionner. Donc, voyons vraiment ce phénomène-là que c'est pas parce que je vais m'entraîner fort que ça va marcher, parce que à long terme, je risque de me dégoûter et à long terme, ça soit inefficace. Voilà, les premières ressources énergétiques qui sont prises, elles sont dans des efforts intenses, dans les premières réserves qu'on a. Mais on voit que, par exemple, sur la courbe bleue, eh bien, les sucres et les graisses vont être recrutés sur des activités de plus longue durée. D'où l'importance d'aller vers des activités qui soient adaptées et qu'on puisse tenir dans le temps et qui est cette notion qui est très chère à mon cœur, la notion de plaisir. Donc, on rebondit là-dessus. Marcher ne sert à rien. Je viens de vous montrer le pourquoi du comment. Pourquoi c'est utile? Ça rentre déjà dans
tout ce qui va être un petit peu des activités qu'on ne va pas considérer comme une séance de sport, et pourtant qui peut rentrer dans, je vais en parler dans quelques instants, le NEAT, c'est-à-dire le complément d'activité qui peut prendre de 20% à 50% de l'activité physique quotidienne. C'est ça, ce NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Toute l'activité qui n'est pas seulement de la marche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a par exemple faire du vélo, une balade à vélo ou se rendre à vélo au travail, monter des marches d'escalier plutôt que prendre l'ascenseur ou l'escalator. Voilà des activités du quotidien qui vont augmenter notre dépense énergétique. Le ménage, le jardinage, voilà tout un tas d'activités qui ne sont pas proprement dit une séance de sport, mais qui en fait déclenchent une activité, une dépense énergétique. Ensuite, une autre des croyances qu'on a souvent, c'est « Antoine, il faut que ça soit dur, il faut que je souffre ». Hein, on a cette croyance, il faut souffrir pour être belle. Et souvent, souffrir, ça passe par du cardio. Et comme on voit la jeune fille ici, elle est dans cette souffrance, elle éprouve un essoufflement et c'est pas agréable. Et si je me mets dans cette zone de difficulté, ok, à l'instant T, ça peut être efficace, mais à long terme, ça ne le sera pas parce que, à moins d'être maso, ça va pas durer dans le temps. Donc, autre phénomène, c'est qu'en faisant beaucoup de cardio, ça va générer du stress. En étant vraiment dans la dureté, en travaillant contre notre corps, on va générer du stress. L'hormone qui va avec, c'est le cortisol, et le cortisol favorise le stockage. Donc, pensez toujours à travailler avec votre corps plutôt que contre lui. Toutes les activités où je ne vais pas sentir qu'il sera possible de durer dans le temps, ben attention, parce que ça risque de ne pas fonctionner. Et pour le coup, souvent, ce qu'on se dit, le yoga, c'est pas du sport, ça sert à rien. Dans le programme que je défends, Women Reborn, le yoga occupe une place importante. Déjà parce que il y a une stimulation des muscles profonds, qui sera certes une dépense peut-être moindre ou différente que si je fais une autre activité à plus haute intensité, mais comme la marche, on va voir que ça va être une activité douce dans laquelle je vais pouvoir communier avec moi, m'accorder un temps, sanctuariser un rendez-vous avec moi-même, et ça va être essentiel. Et ça va aussi nous permettre de nous détacher de la performance, de la compétition, de la comparaison. Et ça, pour le coup, j'y crois énormément. Et puis, ça va me permettre d'être plus à l'écoute de moi, plus respectueuse, plus m'accepter, me respecter et m'aimer. Et ça, pour le coup, ça va dans le bon sens. La gestion du stress aussi que va amener le yoga, ça va nous éviter d'avoir des compulsions alimentaires, des troubles des comportements alimentaires ou de manger nos émotions. Donc, on voit qu'au-delà de l'activité physique, ça aura aussi des bénéfices sur notre balance énergétique dans deux façons, de diminuer les apports énergétiques et d'augmenter les dépenses. Voilà pourquoi le yoga, à mon sens, occupe une partie importante. Également, le fascia. Qu'est-ce que le fascia? On entend de plus en plus parler depuis une dizaine d'années. Le fascia, c'est le fait qu'on serait constitué, enfin, c'est pas qu'on serait, c'est prouvé par la science aujourd'hui, on est constitué d'une sorte de matrice, comme on peut le voir là sur notre petit bonhomme, une sorte de toile d'araignée, qui fait que on peut avoir des nœuds, on peut avoir le corps est relié par ce tissu-là. Et qu'est-ce que ça va permettre, cet entraînement, par exemple, du yoga ou la fasciathérapie? Ça va augmenter notre mobilité. Au-delà de l'activité physique pour perdre du poids, être mobile, être souple, la vertu du sport, c'est avant tout que ça nous aide dans les mouvements du quotidien, pour faire des mouvements avec les enfants ou avec les petits-enfants, pour partager une activité, pour pas se sentir largué quand on fait une activité en famille. Voilà, pour les courses, pour monter des escaliers, pour pouvoir courir et rattraper un bus ou un tramway si on est en retard. Tout ça, eh ben, c'est intéressant. La mobilité, la souplesse aussi. Qui dit souplesse, on me dit souvent, Antoine, je fais pas de yoga parce que je suis pas souple. Mais c'est parce qu'on pratique qu'on développe cette capacité. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est travailler sur ces fascias. Comme je le disais, ça va diminuer les nœuds ou les tensions, ce qu'on peut appeler les crispations, les points de tension. Et ça va pour le coup diminuer les douleurs, puisque le fascia, c'est un tissu sensitif, plus sensitif même que notre système nerveux. Ça va améliorer notre posture, puisqu'on parle du principe qu'il y a des chaînes principales, chaîne antérieure par exemple, chaîne postérieure, et cette chaîne antérieure étant
souvent plus forte, ça nous emmène dans une position où on s'enroule. Et là, on va pouvoir mobiliser différentes chaînes pour redresser notre posture. Ça va aussi nous faire gagner en force, et une force plutôt économique. Parce que si j'ai combiné souplesse, mobilité et force, finalement, pour un simple geste, je vais avoir besoin de développer moins de force. Ça va me permettre aussi de récupérer mieux, ça va diminuer le stress. Et puis, on voit aussi avec ces études que nos pensées agissent directement sur ce fascia et contractent notre corps ou non. D'ailleurs, quand je suis stressé, quand j'ai appris une mauvaise nouvelle, je le sens assez en moi, hein, mon corps se contracte, il se rigidifie, et c'est souvent là qu'on peut déclencher des douleurs de dos ou des blocages. Et bien, par opposition, ça marche de la même manière. Si je suis bien, si je suis joyeux, d'ailleurs, c'est ce que permet l'activité physique, de déclencher de l'endorphine, de la dopamine, hein, c'est les hormones antidépressives, eh bien, je vais me sentir moins stressé, je serai mieux dans mon corps, et donc c'est un cercle vertueux. Et puis, les grands bénéfices, c'est aussi être connecté à notre corps. Souvent, on se rend compte qu'on n'est pas connecté à notre corps, qu'on est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans nos pensées, dans nos ruminations. Et prendre un temps, que ce soit pour marcher, pour faire quelques mouvements de yoga, quelques étirements même au bureau, ça va me permettre de me connecter à mon corps, d'être plus en relation avec mon corps. Et c'est tout ce que me connecter également à mes sens, mais aussi à ce qu'on appelle l'interoception, le ressenti interne. On connaît la proprioception, la thermoception, la nociception, tous ces sens-là qui qu'on va toucher du doigt en nous reconnectant à ce fascia, en nous reconnectant à notre corps. Mon maître yogi a souvent cette comparaison. Il nous dit, quand on est enfant, on est beaucoup dans le corps, dans l'action, on court partout, etc. Par contre, pour nous concentrer, c'est difficile, mais en avançant dans l'âge, on est beaucoup dans notre tête et moins dans notre corps. Et donc, il s'agit parfois de refaire le chemin inverse et mieux nous connecter à notre corps pour diminuer aussi le stress mental. On continue. Alors, quelles sont les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé? On parle souvent de risque de sédentarité et d'inactivité. Eh bien, c'est en moyenne 30 minutes d'activité physique par jour. C'est quelque chose comme 8 aussi à 10 000 pas quotidiens. C'est pas rien, c'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est vrai qu'avec nos activités aujourd'hui sédentaires, ça peut paraître assez incroyable, assez beaucoup en quantité, mais on met une grande partie de la population on est tous assis sur une chaise pour la majorité et on n'a pas d'activité. Donc on est inactif. Et ça, ce sont deux fléaux. La sédentarité, c'est le fait de ne pas avoir nos 30 minutes d'activité physique par jour, d'intensité modérée ou intense. Et l'inactivité, c'est le fait de rester plusieurs heures sans bouger. Voilà deux choses délétères. Dans le programme No Woman Reborn, on a 3 plus 1, on va dire, ennemi. Le premier ennemi, c'est cette sédentarité et inactivité. Le deuxième, on l'a vu hier, c'est la malbouffe. Le troisième, c'est le stress. Et le dernier, qui est très commun à vous, mesdames, c'est le sacrifice. C'est le fait de ne pas se prioriser, ne pas se choisir, faire passer les autres avant soi, de faire passer notre séance de sport, notre bien-être, une alimentation équilibrée, avant pour les autres et après pour nous. Ça va se matérialiser de manière très commune. Je vais cuisiner pour les autres, mais pas ceux dont j'ai besoin. Je vais emmener les enfants à leur séance de sport, mais je ne vais pas faire les miennes, etc., etc., etc. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Maintenant, une notion en regard avec le métabolisme. Pourquoi j'ai mis 2 voitures? C'est pas que j'apprécie particulièrement les voitures, mais c'est un exemple qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un métabolisme. Un métabolisme, on dit de base, souvent on me dit « Oui, Antoine, j'ai un métabolisme qui est ralenti en raison hormonale, en raison de mon activité, en raison de ma perte de masse musculaire, en raison de mon âge, etc., etc. » Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer ça. Un métabolisme, il faut comprendre que c'est la quantité d'énergie qui est dépensée dans une journée. Et je peux très bien m'alimenter, mais si j'ai un métabolisme qui est très bas, ça va pas me permettre de bouger en termes de poids. Donc, pourquoi ces 2 voitures? Il faut imaginer que si j'ai un métabolisme bas, ce qui correspond à cette petite voiture, eh bien, en termes de 100 km, je vais dépenser peu d'essence, aller du 3, 4, ou pire 5 litres au 100.
Donc, je ne vais pas dépenser beaucoup d'énergie, ça va être plus difficile d'épuiser mon réservoir. Parce que, en l'occurrence, là, ce qu'on veut, nous, quand on a une démarche de perte de poids, c'est utiliser notre réservoir, nos réserves, finalement, énergétiques. À l'inverse, cette belle voiture rouge, eh bien, on sait que quand on va rouler, il va vite falloir passer à la pompe pour remettre de l'essence. J'ai aucune idée de la consommation d'une telle voiture, au moins du 20, peut-être même plus 30 litres au 100, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, elle a une cylindrée, du coup un métabolisme qui est haut. Donc quand on rentre dans une démarche de perte de poids, mais aussi de longévité, il va s'agir d'augmenter notre métabolisme. Et on va voir comment faire pour augmenter ce métabolisme. Il faut savoir déjà qu'on n'est pas égaux, femmes et hommes. On n'est pas égaux parce que la génétique nous a dotés de manière différente. Les hommes ont un métabolisme plus haut puisqu'ils ont un pourcentage déjà de masse musculaire qui va être supérieur. Et on a aussi des hormones qui sont en lien, comme la testostérone, qui vont être en lien avec cette prise de masse musculaire. Et donc, la nature fait que vous êtes moins doté. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir une attention particulière à ce renforcement musculaire parce que c'est souvent aussi négligé par la gente féminine. Donc, c'est ce qu'on appelle la masse maigre. Le muscle, c'est la masse maigre et c'est un des éléments qui va nous permettre d'augmenter notre métabolisme. Donc, par conséquent, je comprends que quand je veux m'augmenter mon métabolisme, il va être nécessaire d'avoir un certain type d'alimentation, d'avoir un certain type d'entraînement, de privilégier la construction de ma masse musculaire pour augmenter ce métabolisme. Ça passe donc par des exercices de renforcement musculaire, ça passe également par une alimentation où je ne néglige pas, ça ne veut pas dire que je fais un dogme des protéines, mais je ne les néglige pas et j'en amène en quantité juste suffisante. Donc, une fois que ça c'est dit, on verra comment on peut amener ces protéines, on verra quel type d'entraînement je peux adapter. C'est pas forcément faire de la musculation ou du bodybuilding, il y a aussi des nuances. Donc voilà, qu'est-ce que ce métabolisme? On voit qu'il y a des éléments sur lesquels on peut difficilement agir. Une bonne proportion, les 34-35%, c'est simplement le fonctionnement de notre cœur, du foie, des reins. Ça, on a. Mais forcément, il y a une différence aussi si on fait 1m50 et 50 kg, on aura un métabolisme qui sera différent de quelqu'un qui va faire 1m90 et 110 kg. Forcément, il va y avoir une différence parce que les fonctions de ces organes seront différentes. Ensuite, il y a, on voit le fonctionnement du cerveau, le maintien de tractus digestif, donc notre digestion qui va avoir aussi une dépense énergétique, l'entretien des tissus adipeux. On voit que l'entretien des tissus adipeux, c'est 3% de notre métabolisme quand on est sur le muscle à 20% de ce métabolisme. Donc, stratégiquement, avoir un métabolisme qui va être plus énergivore si je privilégie les muscles au tissu adipeux, à la masse grasse. Les activités, toutes les activités se valent-elles? Alors, on utilise souvent ce repère qui est le mètre-heure pour déterminer la dépense engendrée par une activité physique. En effet, elles ne se valent pas toutes, comme on l'a dit tout à l'heure. On voit par exemple le volleyball, 3 mètres-heure. Si je vais vers de la danse, je passe à 4,5 mètres/heure. Et si je passe sur de la course à pied, course à vitesse 7 à 8 km/h, je passe à 7 mètres/heure, donc forcément une dépense énergétique plus importante. Et si j'augmente la vitesse de cette course à pied, j'augmente la dépense énergétique. Donc en effet, toutes les activités n'ont pas le même impact sur la dépense instantanée. Là, on n'est plus dans une logique de métabolisme. Il faut bien imaginer que ce métabolisme, il est indépendant de l'activité physique. Si je reviens à ce métabolisme, finalement, si j'allonge 2 personnes sur un lit et qui ne font aucune activité physique dans la journée, celle qui a le plus de tonus musculaire dépensera le plus d'énergie. Mais elles n'auront pas pratiqué d'activité physique, on est d'accord. Là,
On parle donc plus du métabolisme, mais de l'activité physique. Sur une séance de sport, eh bien, une séance de course à pied va me faire dépenser plus d'énergie qu'une séance de tennis de table, par exemple. Je n'ai rien contre le tennis de table. Je vous ai parlé également de mon importance, attention pour le yoga. Le yoga aura une dépense en mètres-heure moins importante. Néanmoins, vous verrez, vous aurez peut-être l'occasion, je vous partagerai sans doute une séance de yoga. Vous verrez que on essaie de mettre l'accent sur l'activité, le renforcement musculaire. Hormis ça, il y a également un delta, vous voyez, entre si on est un homme, si on est une femme, en fonction de notre poids. Il va y avoir aussi une différence en termes de calories dépensées ou d'énergie dépensée en fonction également de cette activité. Pour une même activité, mettons si je fais de la course à pied à 10 km/h, une femme de 60 kg ne dépensera pas la même énergie qu'un homme de 80 kg, par exemple. OK ? Voilà. Maintenant, une notion qui va être importante au-delà de l'activité qu'on va mettre, ça va être la progression. Je vous en parlais tout à l'heure en vous parlant des nombres de répétitions, de la fréquence des entraînements. Il va s'agir de mettre en place une progression dans nos entraînements. Comme le disait le major mouvement, c'est pas d'où on démarre qui est important, mais le cheminement. Et peu importe qu'on ne démarre pas tous au même point. Ce qui va être important, c'est la fréquence, l'adaptation de vos séances, la fréquence de votre entraînement et de respecter aussi les phases de récupération. Donc, stimuler suffisamment l'organisme et respecter des phases de récupération pour ne pas tomber dans un surentraînement. Vous voyez que lorsque je stimule mon organisme, eh bien, il y a un phénomène de surcompensation qui fait que je progresse. Après avoir stimulé mon organisme et fatigué mon organisme, eh bien, il va récupérer, et quand il va récupérer, il va y avoir un rebond qui fait que cet organisme, il aura progressé, il sera plus fort que initialement. Et ainsi de suite, en respectant ce bon rythme de fatigue corporelle ou liée à mon entraînement, j'ai une surcompensation qui vient me faire progresser. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, je progresse, tout en respectant ce temps d'entraînement. Donc la progression, elle est bien liée à des phases d'entraînement et à des phases de récupération. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger aussi notre sommeil, l'entraînement et le sommeil. Et souvent, on va être sur des phases qui vont être assez plates, c'est-à-dire un entraînement trop léger, l'absence de phase de récupération. Donc bien aller chercher des variations avec des entraînements qui vont nous stimuler et des bonnes phases de récupération. Qui veut durer ménage sa monture. Ça ne veut pas dire ce que je vous ai dit qu'il faut exagérer. Ça va être important de respecter les capacités adaptatives de notre corps. Donc, OK avec ces phases de récupération, mais également avec des entraînements qui soient adaptés. Parce que si je force trop sur la machine, je risque de me blesser ou de me dégoûter, l'un ou l'autre. Donc, bien doser en régulièrement faisant progresser mes entraînements pour que je retrouve encore cette augmentation. On voit qu'il y a cette augmentation de la masse musculaire au fur et à mesure des entraînements. Si les entraînements sont bien optimisés, eh bien cette progression, donc cette augmentation aussi du métabolisme. Continue. Donc pour avoir des résultats, je dois m'entraîner tous les jours. Voilà une croyance que je peux avoir qui va être limitante. En effet, on n'est pas obligé de s'entraîner tous les jours. Il va nous falloir néanmoins une régularité. Si je m'entraîne tous les 3, 4, 5 jours, ça va pas risque de pas être suffisant. Néanmoins, je suis pas obligé de m'entraîner tous les jours. C'est vraiment l'intervalle des entraînements qui va nous permettre d'avoir une progression. Si je m'entraîne trop souvent, je vais avoir du surentraînement, un syndrome de surentraînement. Si je m'entraîne régulièrement à bonne intensité, amélioration de la performance. On continue. 2 lois qui me sont chères, la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, c'est un concept exposé à l'organisme. Donc, c'est une situation de stress physique pendant un temps très court, dans la limite des capacités adaptatives du corps sur le moment. Et petit à petit, cette limite, elle va changer par la pratique et le corps va se rendre de plus en plus résilient. Donc, parce que je m'entraîne régulièrement, c'est ce phénomène que je viens de vous décrire, il y a cette progression. Deuxième loi, c'est la loi de l'homéostasie. Lorsqu'un organisme
il est un organisme vivant et soumis à une certaine période de stress, suivi d'une période de repos, eh bien, il y a ce retour à l'état d'équilibre qui se fait naturellement. Voilà ces deux règles qu'il est important de négocier, la loi de l'homéostasie et la loi de Hormèse, pour respecter les phases de récupération et permettre à l'organisme de se reconstruire de plus en plus fort, de plus en plus résistant. C'est une magnifique machine, le corps humain, qui ne demande qu'à être sollicité. Maintenant, si on ne le sollicite pas, il se débarrasse de ce dont il n'a pas besoin. S'il n'a pas besoin de monter régulièrement les escaliers, pourquoi il s'encombrerait d'une charge de muscle supplémentaire? Il va le mettre de côté et par conséquent, le métabolisme va chuter. Donc, deux façons de voir les choses. Moi, j'ai toujours vu la chose, l'entraînement, sous deux façons. L'intensité de la séance, ça peut être doux, et ça peut être aussi long. Donc, en effet, Sarah, on parle là de HIIT ou d'activité douce. Donc, deux intérêts différents. Je le disais tout à l'heure, le HIIT va stimuler beaucoup d'énergie immédiatement. Les activités douces vont nous permettre d'être des activités un peu plus plaisantes, mais qui vont durer dans le temps. Quoique, on trouve aussi du plaisir, une personne, avec les activités intenses. À mon sens, les deux sont importantes puisqu'elles participent à un équilibre. On a un petit peu comme le yin et le yang, le besoin de ces deux-là. On ne peut pas toujours être dans une violence qu'on fait à nous-mêmes à travers du HIIT. On ne peut pas être toujours dans un non-dépassement de nos capacités avec des activités douces. Il va être important d'alterner les deux. Et pour le coup, le yoga peut entrer ou la marche dans des activités douces, le HIIT ou des activités plus de renforcement musculaire, voire de cardio adapté, peuvent entrer dans cette partie HIIT. Voilà, yoga et par exemple un cross-training ou une séance de HIIT. Maintenant, quand s'entraîner? Donc, quand s'entraîner, la priorité, il n'y a pas de règle en fait quand on veut s'entraîner. Ça va être quelque chose de très personnel et c'est important et je vous invite là à vous questionner sur ce sujet, à vous le noter. Déjà, quelles sont mes contraintes? Mes contraintes professionnelles, mes contraintes familiales, mes goûts aussi. Est-ce que je préfère m'entraîner le matin? Est-ce que j'aime bien entre midi et 2? Est-ce que c'est plutôt le soir? Donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, ne pas négliger notre sommeil, ne pas négliger nos préférences. Et puis, pourquoi pas faire des essais. Personnellement, j'aime beaucoup m'entraîner le matin, mais c'est pas pour ça que c'est ce que je recommande. Fonction de vos professions et de vos disponibilités, peut-être que pour vous, ça sera plus possible à un autre moment de votre journée. En tout cas, le planifier et faire des essais, c'est vraiment important. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il n'y a pas de règle sur le quand s'entraîner. Quand s'entraîner, c'est juste important de respecter la régularité, de la durée et de la fréquence. Pour atteindre mon objectif, il me suffit de m'entraîner suffisamment, de faire la chose, peu importe ce que c'est, pareil pour le travail, de faire suffisamment régulièrement, avec une bonne intensité, et avec la bonne durée. Moi, je suis Natou. Alors, témoignage de Natou, je voulais partager là sur le groupe. Voilà, témoignage de Natou qui a progressé au cours des différentes semaines, qui pendant plusieurs mois, voire années, tentait de perdre du poids, faisait beaucoup d'activités sportives, avait de grandes contraintes professionnelles. Et après quelques semaines, on a trouvé à réguler ça et elle a eu des beaux résultats. Moi, je suis Natou. Mon objectif, c'était de retrouver mon corps. J'ai 57 ans, je suis bien opposée. Par contre, je me retrouvais pas dans mon corps, mais je me retrouvais pas non plus dans ma tête. Je prenais beaucoup trop de poids. J'ai commencé plusieurs régimes, je les finissais pas. Je suis lancée d'en faire du sport, c'est l'épuisement. C'est bien de se faire aider. Depuis que tu as démarré, qu'est-ce que tu as constaté comme changement? Je rayonne. Je rayonne. J'ai surtout la pêche. Et puis, j'ai mon corps qui a changé. Je remets des vêtements que je mettais plus. J'arrive à courir des distances que je pensais pas atteindre un jour. Je me surprends moi-même à faire des choses que je soupçonnais pas que je pourrais faire un jour. Au boulot, j'ai embarqué les filles. On monte 13 étages. J'aurais jamais parlé là-dessus et je pense que j'en aurais pas eu l'idée.
J'ai perdu 4 kilos. Je pensais que j'allais perdre 1 ou 2 kilos, puis ça allait faire comme avant, que ça allait stagner et puis tout s'arrêter. Et fin de compte, non. Non, parce que toi, tu es là. Tu as toujours des idées épatantes pour nous faire bouger différemment, même avec très peu de temps. Et puis moi, je remercie beaucoup Élise aussi. Je l'ai fait parce que d'abord, mon corps, je ne pouvais plus regarder mon corps. Moi, je dirais à toutes ces femmes qui se disent je suis à la ménopause, c'est comme ça, je reste comme ça, je vais rester comme ça. Ben non. Et notre corps, il nous appartient. C'est pas parce que tu es ménopausée que tu vas pas y arriver. Oui, notre corps il change. Oui, on a une prise de poids. Et puis se dire, allez, maintenant, je fais tout pour que ça s'arrête, quoi. Ok, voilà, le Natou, on voit son évolution quand même avant, après, a une belle transformation, Natou, et seulement avec quelques kilos, elle continue, bien sûr, dans le programme, elle a encore un objectif de faire évoluer son, sa silhouette, mais elle a vraiment de beaux résultats, on voit là au niveau de son ventre, une belle transformation, franchement, c'est chouette. Autre exemple, l'exemple de Manon. Je couperai peut-être avant, c'est un peu plus long le témoignage, mais un beau témoignage aussi de Manon. Avoir un coach sur le dos, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Je sais pas si c'est bien pour moi, je sais pas. Bon, on verra. Et en fait, c'est le meilleur investissement pour soi, quoi. Enfin, c'est un investissement sur ta vie, tu vois, sur ton bien-être, sur ta santé. Donc, ah ouais, je regretterai jamais de m'être lancée là-dedans. Sans ça, je courrais pas, je serais encore sur mon canapé, je pense. J'essaierai des salles de fitness pendant 1 mois et demi et puis après j'arrêterai, c'est sûr. C'est chouette, je suis contente de moi, hein. Bah oui, j'ai perdu quoi? Quasiment 7 kilos et les résultats sont visibles assez rapidement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué. C'est à la portée de tout le monde finalement. Et sans Antoine le coach, c'est difficile de tenir, je pense, et du coup, ça permet de mettre un pied à l'étrier. Je me rappelle de toi au début, beaucoup d'exigences, en effet. À un moment, tu as lâché, tu as accepté de commencer, de démarrer. Et de là, depuis, maintenant, je ne l'arrête plus, quoi. Elle va de réussite en réussite. Et franchement, c'est top. Tu te rends compte, toi, de cette progression-là en quelques semaines? J'ai du mal à réaliser. Je pensais vraiment pas être à nouveau capable sur le point de vue du sport en fait, à être capable de me relancer comme ça. Et pour moi, je me disais c'est fini, j'y arriverai plus. C'est passé tout ça. Maintenant, faut accepter que t'es comme ça. En fait, non, pas du tout. C'est pas fini. C'est pas fini du tout, en fait. Et puis, la motivation, elle vient parce qu'à chaque pas, il y a une victoire, et victoire après victoire, et en fait, on se dit qu'on peut y arriver et on se dépasse un peu plus tous les jours, quoi. Retrouver la confiance, ça construit un sacré mental, en fait. Et on se rend compte qu'on est capable de faire tellement plus de choses que ce qu'on pensait. Et puis, à chaque fois que je cours, là, ces derniers temps, je m'encourage tout le temps en me disant, tu vas y arriver, tu vas te prouver que tu y arrives, et puis tu vas montrer à tous ceux qui n'ont pas cru en toi ces dernières années qu'en fait, tu es encore plus capable que ce qu'ils peuvent penser, quoi. Même si le regard des autres, c'est plus trop mon objectif, mais en fait, ça motive. Et tu avais eu quelques réflexions en plus. Les personnes te renvoyaient une image qui te... Ah oui, oui. Ah oui, oui, non, mais puis il y a quelques mois ou même l'année dernière, je réfléchissais mal parce que je me disais, il faut que j'accepte d'être finalement devenue comme ça et en fait, il faut que je tire un trait sur le passé de sportive, c'est terminé, c'est fini, donc maintenant, t'assumes. Voilà, je vous laisserai peut-être regarder la fin de ce témoignage. Je vous partagerai les réseaux sociaux. Vous aurez l'occasion. On va pas s'étaler trop, mais en tout cas, voilà des exemples, et notamment Manon, d'une femme qui était extrêmement exigeante, qui a un passé sportif, qui avait rencontré des difficultés parce que elle n'arrivait pas à se remettre et à s'écouter, à respecter un rythme de démarrage. Elle est tellement exigeante avec elle que ça tenait pas dans le temps. Et si elle parle de séances de sport, des salles de sport, c'est parce qu'elle en a fait à s'en dégoûter et à ne plus réussir à reprendre. Et ça a été un vrai travail de fond que de lui faire reprendre confiance en elle et séance après séance, lui permettre de progresser. On a beau avoir un passé sportif, on a parfois nécessité de repartir sur de bonnes bases. Donc,
Il s'agit de bien adapter vraiment vos séances au début et attention à l'excès d'exigence qui peut être une première problématique, mais la deuxième, ça serait aussi de ne pas changer, de ne pas faire progresser nos entraînements au fur et à mesure. Et c'est vrai que parfois se faire accompagner à ce sujet, ça peut être nécessaire. Être dans un groupe, être dans un club, avoir un accompagnement, le faire entre amis, voilà plusieurs pistes qui peuvent vous aider. Et souvent, être accompagné par quelqu'un, ça peut permettre d'avoir un regard extérieur. Il faut savoir que Manon, quand elle a repris, quand elle a démarré, elle n'a pas voulu se faire sa photo de départ. Donc, elle ne m'a donné cette photo d'elle avant, il y a plusieurs années. Elle n'arrivait pas tellement son image à elle n'arrivait pas à se voir devant un miroir. Mais la grande victoire, c'est qu'aujourd'hui, elle arrive à prendre une photo d'elle et à se regarder. C'est pas spécialement qu'on aime prendre des photos, hein. Souvent, on n'aime pas spécialement, mais ça va être un levier important de motivation lorsqu'on a atteint son objectif. Et c'est assez révélateur aussi de notre rapport, de la réconciliation qu'on peut opérer avec notre propre image dans le miroir. Et donc ça, c'est quelque chose de réussi pour Manon. Maintenant, j'ai envie de vous demander quel est, dans ce défi de jour, quelles sont les 10 bonnes raisons qui sont les vôtres de pourquoi c'est le bon moment maintenant. Donc ça, c'est le défi que je vais vous demander de relever, de noter d'ici notre rendez-vous de demain. Vous notez. Ça commence là. Hein. Sachez que le passage à l'action, c'est nécessaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le choix de faire de ce challenge juste de l'information, de reprendre votre vie quotidienne comme si de rien n'était, ou de passer à l'action et de faire les choses, d'éviter de rentrer dans une forme de procrastination. On va repousser à demain. Cessons de repousser à demain. Commençons pas à pas, à chaque jour un petit pas, et des petits pas, des petites choses, c'est l'effet papillon, hein, petits effets, mais grandes conséquences. Et des personnes qui ont commencé là avec des choses très simples, à bout de quelques semaines, quelques mois, accomplissent de grandes choses. Néanmoins, c'est nécessaire de vous fixer des raisons de ce passage à l'action. Voilà, j'espère que cette partie sportive vous permet de voir un petit peu mieux l'importance de ne pas travailler contre votre corps, mais avec lui, de respecter votre intégrité physique et en même temps de stimuler suffisamment votre corps pour avoir une progression. Ne mettez pas toute votre énergie dans les exercices cardiovasculaires où on va se faire mal et être dans une relation de souffrance, de violence. Et pour le coup, c'est un peu comme un régime, la frustration ou la violence excessive fait que c'est pas un problème de volonté de votre part, c'est un problème de méthode. Essayez simplement de doser l'engagement que vous mettez dans vos activités sportives. Regardons qu'est-ce que vous avez mis en place, est-ce que c'est suffisant et efficace pour avoir des résultats, et puis faites régulièrement progresser vos entraînements. On va aborder ça dans quelques instants si vous avez des questions à ce sujet. Et demain, on va aborder la notion de comment rester motivé.